Bonjour. Alors, aujourd'hui, chapitre 2 sur les neurosciences et comportements. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir la communication neuronale, les systèmes nerveux et hormonaux, les systèmes nerveux et hormonaux, le cerveau. Et ce sera déjà très bien. Donc, je pense que dans cette vidéo, nous aurons le temps pour faire la communication neuronale et le système nerveux hormonal. Et encore. En une heure, c'est quand même un peu court. Et je pense que dans une deuxième partie, nous ferons spécifiquement le cerveau. Car je vois qu'il y a beaucoup de sous-parties sur le cerveau. Donc ça va être sport. C'est parti. Neurosciences et comportement. Aucun principe n'est plus fondamental pour la psychologie d'aujourd'hui ou pour ce livre que celui-ci. Tout ce qui est psychologique est en même temps biologique. Chacune de vos idées, de vos humeurs, de vos pulsions est un événement biologique. Vous êtes un corps. Vous pensez, vous ressentez, vous agissez avec votre corps. Vous êtes relié au monde par votre corps. Essayez de rire, de pleurer ou d'aimer sans lui. Votre corps, c'est-à-dire vos gènes, votre cerveau, votre fonctionnement chimique, vos organes, internes, votre apparence, tout cela, c'est vous. En effet, sans votre corps, vous n'êtes personne. Bien que nous trouvions pratique de parler séparément des influences biologiques et psychologiques sur le comportement, n'oublions pas que penser, ressentir ou agir sans un corps, c'est aussi plausible que de courir sans jambes. Alors que ce siècle se termine, l'attention scientifique est focalisée sur le sujet de ce chapitre, et la partie la plus fascinante de notre corps, notre cerveau et le système nerveux dans son ensemble. L'ultime défi du cerveau est de se comprendre lui-même. Comment le cerveau communique-t-il avec lui-même? Comment chaque expérience va-t-elle le modifier? Comment ces différentes parties vont-elles traiter les informations nécessaires au tir en suspension d'un joueur de basketball, au rythme des mots d'un poète, à la mémoire du premier baiser chez un amoureux? Pour comprendre l'enthousiasme qui traverse cette décennie du cerveau, comme l'a baptisé le Congrès américain, il faut prendre en compte l'explosion de nos connaissances concernant la façon dont le cerveau permet la pensée. Sur l'échelle du temps de l'histoire de l'humanité, les dernières 150 années ne représentent que quelques secondes de l'horloge. Mais c'est seulement depuis cette époque qu'une compréhension scientifique de la relation entre le cerveau et la pensée a commencé à émerger. Nous avons fait du chemin depuis le début du XIXe siècle, quand un médecin allemand nommé Franz Gall inventa la phrénologie, une théorie malheureuse qui prétendait que les bosses du crâne permettaient de détecter nos capacités mentales et nos traits de caractère. À cette époque, la Grande-Bretagne comptait 29 sociétés de phrénologie, et les phrénologistes parcouraient l'Amérique du Nord en lisant les crânes. En dépit de son caractère erroné, la phrénologie a attiré l'attention sur l'idée que les différentes parties du cerveau exercent des fonctions particulières. En un peu plus d'1 siècle, nous avons également réalisé que le corps est composé de cellules, que parmi elles, il y a des cellules nerveuses qui conduisent à un courant électrique et parlent les unes avec les autres en envoyant des messages chimiques à travers l'étroite fente qui les sépare. Nous savons également que les systèmes particuliers du cerveau exercent des fonctions bien précises, bien que ce ne soit pas celles que Gall supposait. Et qu'à partir des informations traitées par ces différents systèmes, nous mettons en forme l'expérience que nous avons de la vision et des sons, du sens et de la mémoire, de la douleur et de la passion. Vous et moi sommes privilégiés de vivre à une époque où les découvertes concernant l'interrelation entre la biologie et le comportement se produisent à un rythme effréné. Tout au long de ce livre, vous trouverez des exemples montrant comment la biologie est à la base de notre comportement et de nos processus mentaux. En étudiant les liens entre l'activité biologique et les événements psychologiques, les psychologues biologistes aboutissent à une meilleure compréhension du sommeil et des rêves, de la dépression et de la schizophrénie, de la faim et du désir sexuel, du stress et de la maladie. Nous commencerons donc l'étude de la psychologie par un regard sur les origines biologiques. Le chapitre 2 décrit la révolution des neurosciences et le chapitre 3 examine les influences génétiques jouant sur les comportements. Communication neuronale. Le système d'information du corps est constitué de milliards de cellules reliées les unes aux autres, appelées neurones. Pour mieux comprendre nos pensées et nos actions, notre mémoire et nos humeurs, nous devons d'abord savoir comment les neurones travaillent et communiquent. Chacun d'entre nous est un système composé de nombreux sous-systèmes, réunis eux-mêmes en systèmes plus importants. Les organes du corps, comme l'estomac, le cœur ou le cerveau, font partie de systèmes de plus grande taille, assurant la digestion, la circulation du sang
ou le traitement des informations, et sont réunis à leur tour en système encore plus important, vous-même, qui constitue une partie de votre famille, de votre communauté et de votre culture. Vos organes sont eux-mêmes composés de sous-systèmes, les cellules, qui agissent biochimiquement. À chaque niveau de notre existence est ainsi. À chaque niveau, notre existence est ainsi à la fois une partie d'un ensemble plus vaste et une combinaison de systèmes plus petits. Pour bien comprendre le comportement, nous devons étudier comment les systèmes biologiques, psychologiques et sociaux fonctionnent et interagissent. Dans ce chapitre, nous allons commencer par le plus simple et aller progressivement vers le plus complexe, le cerveau. Et dans le chapitre 18 et 19 jusqu'aux influences sociales et culturelles qui interfèrent avec notre biologie. À chaque niveau, les psychologues analysent comment nous traitons l'information, comment cette information est perçue, comment nous l'organisons, l'interprétons, la mettons en mémoire et l'utilisons. Pour les scientifiques, c'est un heureux hasard de la nature que les systèmes d'information de l'homme et ceux des autres animaux fonctionnent de façon similaire. Tellement similaire en fait, qu'il n'est pas possible de faire la distinction entre de petits fragments de tissu cérébral provenant d'un homme et d'un singe. Cette ressemblance permet aux chercheurs d'étudier des animaux simples, tels que les calamars ou les limaces de mer, pour découvrir comment fonctionne leur système nerveux, mais aussi d'étudier le cerveau des mammifères, pour comprendre l'organisation de notre propre cerveau. Le cerveau humain est plus complexe, mais il suit les principes qui gouvernent le reste du monde animal. Les neurones. Le système d'information neuronale de notre corps est un ensemble complexe d'éléments simples, les cellules nerveuses ou neurones. Chaque neurone est formé d'un corps cellulaire prolongé par des fibres. Les prolongements sont de deux types. Il y a les dendrites ramifiés, qui reçoivent l'information, et l'axone, qui la transmet à d'autres neurones, à des muscles ou à des glandes. À la différence des dendrites, qui sont courtes, les axones peuvent être courts ou se projeter à travers le corps sur plusieurs dizaines de centimètres. Le corps cellulaire de l'axone d'un neurone moteur ou motoneurone correspondrait à peu près à une sphère de la taille d'un ballon de basket attachée à une corde de 7 km. Une couche de cellules enrichies en lipides appelée la gaine de myéline isole les axones de certains neurones et permet d'accélérer la propagation de l'influx nerveux. L'importance de la gaine de myéline peut être mise en évidence en étudiant une maladie, la sclérose en plaques, au cours de laquelle la couche de myéline dégénère, aboutissant à un ralentissement de la communication vers les muscles et une perte du contrôle musculaire. Donc je pense que pour cette vidéo, je vais mettre la jolie figure que j'ai devant moi, à savoir celle d'un neurone, joli schéma de neurone, et ça va être très bien représenté, je pense. Selon le type de fibre, l'influx nerveux voyage à une vitesse comprise entre un paresseux 3 km à l'heure et pour certaines fibres myélinisées, l'allure folle de 300 km à l'heure. Selon le type de fibre, l'influx nerveux voyage à une vitesse comprise entre un paresseux 3 km à l'heure et, pour certaines fibres myélinisées, l'allure folle de 300 km à l'heure. Mais même cette vitesse de pointe est 3 millions de fois plus lente que la propagation de l'électricité à travers un fil. Cela nous permet de comprendre pourquoi, à la différence de la réaction quasi instantanée d'un ordinateur rapide, nous avons besoin d'un quart de seconde ou plus pour réagir à un événement soudain, comme par exemple un enfant traversant devant notre voiture. Lorsqu'il est stimulé par une variation de pression, la chaleur, la lumière ou les messages chimiques provenant d'autres neurones, un neurone déclenche un influx. Et l'influx, appelé potentiel d'action, est une décharge électrique brève qui se propage le long de l'axone, un peu comme dans la chute d'une rangée de dominos. De la même manière qu'une batterie génère de l'électricité à partir de réactions chimiques, l'influx électrique d'un neurone provient aussi d'événements chimiques. Le processus conduisant à la chimie de l'électricité fonctionne à peu près comme cela. Le liquide intérieur d'un axone, au repos, contient principalement des axones chargés négativement, tandis que le liquide extérieur à la membrane axonale comprend essentiellement des atomes chargés positivement. Cette polarisation de la membrane positif à l'extérieur, négatif à l'intérieur, a lieu parce que la membrane cellulaire possède une perméabilité sélective. Elle possède des entrées que les atomes positifs ne peuvent pas franchir lorsqu'un neurone déclenche un influx
une partie de l'axone ouvre ses portes permettant ainsi à l'atome chargé positivement de s'engouffrer à travers un canal. Cela dépolarise cette portion de l'axone, provoquant ainsi l'ouverture de canaux voisins, puis les suivants, comme une rangée de dominos qui s'écoule durant une période de repos, la période réfractaire. Le neurone refoule le surplus d'atomes chargés positivement vers l'extérieur. Il peut alors déclencher un nouvel influx, bien que l'esprit ait du mal à imaginer un tel processus électrochimique se répétant 100 fois par seconde. Ce n'est là que le premier de nombreux étonnements. Le neurone, un appareil miniature capable de prendre des décisions, reçoit sur ses dendrites et son corps cellulaire des signaux provenant de centaines ou de milliers d'autres neurones. Certains de ces signaux sont excitateurs, comme si on appuyait sur l'accélérateur du neurone. D'autres signaux sont inhibiteurs, comme si on appuyait sur le frein. L'ensemble des signaux déclenche un influx si la somme des signaux excitateurs moins celle des signaux inhibiteurs dépasse une intensité minimale, appelée seuil. Si les impulsions excitatrices dépassent le seuil, le neurone transmet un influx électrique le long de son axone, qui le connecte à des centaines ou des milliers d'autres neurones et aux muscles et aux glandes de l'organisme. Si on augmente la stimulation au-dessus du seuil, l'intensité de l'influx n'augmentera cependant pas. La réaction du neurone est une réponse de type tout ou rien. Comme un fusil, un neurone fait feu ou non. L'intensité de la stimulation n'affecte pas non plus la vitesse de propagation de l'influx. Comment détectons-nous alors l'intensité d'un stimulus ? Comment distinguer une caresse d'une étreinte ferme ? Bien qu'un stimulus plus important ne puisse pas déclencher un influx plus puissant ou plus rapide d'un neurone, il peut provoquer la décharge d'un plus grand nombre de neurones et augmenter leur fréquence de décharge. Les neurones sont tellement enchevêtrés que même avec un microscope, il est difficile de distinguer où se termine un neurone et où commence le suivant. Il y a une centaine d'années, de nombreux scientifiques croyaient que l'axone ramifié d'une cellule était fusionné aux dendrites d'une autre sans interruption. Mais le physiologiste britannique Sir Charles Sherrington, en 1857-1952, donc c'est la période de vie et de mort, remarqua alors que les influx nerveux mettaient plus de temps qu'ils n'auraient dû à traverser un circuit nerveux. Sherrington en déduisit qu'il devait y avoir une brève interruption dans la transmission. Nous savons maintenant que l'extrémité axonale d'un neurone est en effet séparée du neurone receveur par un fossé étroit, large de quelques dizaines d'angstroms. 1 angstrom égale 10 millionième de millimètre. Sherrington appela cette jonction une synapse, et le fossé est appelé fente synaptique. Pour le neuroanatomiste espagnol et prix Nobel Santiago Ramón y Cajal, qui a vécu de 1832 à 1934, cet affleurement des neurones, qui est appelé baiser protoplasmique, est une autre des merveilles de la nature. Comment l'influx nerveux réalise-t-il le baiser protoplasmique ? Comment traverse-t-il l'étroite fente synaptique ? La réponse est l'une des grandes découvertes scientifiques de notre temps. Lorsque le potentiel d'action atteint les extrémités en forme de boutons situés au bout de l'axone, il déclenche la libération de messages chimiques appelés neuromédiateurs. En 1/10 de milliseconde, les molécules du neuromédiateur traversent la fente synaptique et se lient à des sites récepteurs sur le neurone receveur, postsynaptique, de façon aussi précise qu'une clé ouvre une serrure. Le neuromédiateur provoque l'ouverture transitoire de canaux ioniques sur le neurone receveur. Cela permet à des ions, atomes chargés électriquement, d'entrer dans ce neurone et donc de stimuler ou d'inhiber les capacités de décharge. La plupart des neurones présentent une activité de base, des charges aléatoires, qui augmentent ou diminuent selon les apports d'autres neurones et les effets de substances chimiques, qui modulent leur sensibilité. Pour schématiser, on pourrait dire que le neurone est démocrate. S'il reçoit plus d'informations excitatrices que d'informations inhibitrices, il va avoir des décharges plus fréquentes. Les impulsions électriques plus nombreuses vont se propager le long de l'axone, libérant des quantités plus importantes de neuromédiateurs qui diffusent alors à travers les fentes synaptiques jusqu'à d'autres neurones. Comment les neuromédiateurs nous influencent ? La découverte d'environ 75 neuromédiateurs différents a suscité une foule de questions. Certains neuromédiateurs ne sont-ils observés que dans certaines zones particulières ? Quels sont leurs effets ? Pouvons-nous augmenter ou diminuer leurs effets par des médicaments ou notre alimentation ? Ces changements peuvent-ils affecter notre humeur, notre mémoire ou nos capacités mentales ?
Ces questions intriguent les chercheurs en neurosciences et ont suscité la publication de 3000 nouvelles études sur les neuromédiateurs au Congrès international de la Society for Neuroscience en 1992. Elles fascinent aussi ceux d'entre nous qui en sont les spectateurs. Les chapitres suivants vont expliquer leur rôle dans la dépression et l'euphorie, la faim et la pensée, les comportements de dépendance et les traitements. Pour le moment, jetons simplement un coup d'œil sur la façon dont les neuromédiateurs influencent nos mouvements et nos émotions. Nous savons maintenant qu'une voie nerveuse particulière dans le cerveau peut n'utiliser qu'un ou deux neuromédiateurs, et que certains d'entre eux peuvent avoir des effets bien précis sur le comportement et les émotions. L'un des neuromédiateurs les plus connus, l'acétylcholine, sert de messager à chaque jonction entre un motoneurone et un muscle. En utilisant des microscopes électroniques très puissants, les neurobiologistes peuvent grossir des spécimens de tissus finement coupés en tranches jusqu'à voir les vésicules qui stockent et libèrent les molécules d'acétylcholine. Lorsque l'acétylcholine est libérée à proximité de la cellule musculaire, le muscle se contracte. Si la transmission de l'acétylcholine est bloquée, les muscles ne peuvent se contracter. Le curare, un poison utilisé par certaines tribus indiennes d'Amérique du Sud et dont ils enrobent la pointe de leurs flèches, occupe et bloque les récepteurs de l'acétylcholine, si bien que le neuromédiateur est incapable de stimuler le muscle. Touché par l'une de ces flèches, un animal devient paralysé. La toxine botulique, un poison qui peut se former dans les conserves avariées, provoque des paralysies en bloquant la libération d'acétylcholine par le neurone présynaptique. Au contraire, le venin de la veuve noire, une araignée déclenche un flux synaptique d'acétylcholine. Le résultat ? Des contractions musculaires violentes, des convulsions, et dans certains cas, la mort. Et oui, la mort. Les endorphines. Une découverte fascinante à propos des neuromédiateurs eut lieu lorsque Candace Pert et Solomon Snyder, en 1973, fixèrent un traceur radioactif à la morphine, permettant ainsi de détecter à quel endroit du cerveau d'un animal cette substance pouvait s'accumuler. La morphine, une drogue opiacée, améliore l'humeur et apaise la douleur. Pert et Snyder découvrirent que la morphine était capturée par des récepteurs situés dans des zones associées à l'humeur ou aux sensations douloureuses. Il était difficile d'imaginer pourquoi le cerveau contenait des récepteurs opiacés, sauf s'il produisait lui-même ses propres opioïdes, dits endogènes. Pourquoi le cerveau aurait-il possédé une serrure chimique s'il avait également eu la clé correspondante ? Des chercheurs confirmèrent en effet, peu après la présence dans le cerveau de plusieurs types de molécules de neuromédiateurs analogues à la morphine, nommée endorphine, une abréviation de morphine endogène, c'est-à-dire produite à l'intérieur, ces opioïdes naturels sont libérés en réponse à la douleur ou à l'exercice intensif. Farrell et Cole, en 82. Ils peuvent donc nous aider à expliquer toute une série de sensations agréables, telles que l'euphorie du marathonien, l'effet analgésique de l'acupuncture et l'indifférence à la douleur chez certains blessés, comme celle racontée par David Livingstone dans Missionary Travels en 1857. J'entends un cri. Me levant et regardant derrière moi, je vis le lion juste au moment où il bondissait sur moi. J'étais sur une petite butte. Il m'attrapa l'épaule en sautant et tous les deux, nous roulâmes par terre juste en dessous. Grondant horriblement à mon oreille, il me secoua comme un chien fait avec un rat. Le choc produisit sur moi une sorte de stupeur analogue à celle que doit ressentir une souris après qu'un chat l'a secouée. C'était une sorte de rêve dans lequel il n'y avait aucune sensation de douleur ni impression de terreur, bien que je fus tout à fait conscient de ce qui arrivait. Cet état particulier se produit probablement chez tous ces animaux tués par un carnivore. Et si c'est le cas, c'est un don miséricordieux de notre bienveillant créateur pour diminuer la douleur de la mort. Comment les drogues et les médicaments modifient la neurotransmission ? Si en effet les endorphines diminuent la douleur et améliorent l'humeur, pourquoi ne pas inonder le cerveau d'opioïdes artificiels, augmentant ainsi la chimie du bien-être du cerveau ? Un problème est que le cerveau, s'il est baigné par des drogues opiacées telles que l'héroïne ou la morphine, peut arrêter de produire ses propres opioïdes naturels. Lorsque l'on arrête la drogue, le cerveau peut alors être privé de toute forme d'opioïdes. Pour une personne dépendante, le résultat est un supplice qui persiste jusqu'à ce que le cerveau recommence à produire ses opioïdes naturels ou reçoive plus de drogue. Comme nous allons le voir dans les chapitres suivants, les substances modifiant l'humeur comme l'alcool, la nicotine, l'héroïne partagent un effet commun. Elles déclenchent des perturbations prolongées et déplaisantes.
Pour arrêter la production de ses propres neuromédiateurs, la nature fait payer le prix. La bonne nouvelle, c'est que la recherche concernant les neuromédiateurs permet le développement de nouvelles molécules à visée thérapeutique, telles que celles utilisées pour calmer la dépression ou la schizophrénie. Certaines agissent en mimant ou en bloquant un neuromédiateur particulier. D'autres agissent en empêchant sa dégradation naturelle ou sa réabsorption. Mais développer un médicament peut être plus difficile qu'il n'y paraît, car certains composés peuvent avoir une structure qui les empêche de traverser la barrière hémato-encéphalique, qui permet au cerveau de se défendre contre les molécules non désirées circulant dans le sang. Les scientifiques savent par exemple que les tremblements de la maladie de Parkinson sont dus à la dégénérescence de cellules nerveuses, produisant un neuromédiateur appelé dopamine. Il ne sert cependant à rien de donner de la dopamine aux patients, car celle-ci ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. La L-Dopa, un précurseur de ce que le cerveau va transformer en dopamine, peut, par contre, diffuser à travers cette barrière. Chez les patients, les neurones sains sécrétant la dopamine peuvent, lorsqu'on leur fournit de la L-Dopa, produire de la dopamine supplémentaire et aider le patient à en récupérer le contrôle de leurs muscles. En résumé, le système nerveux circuit électrique du corps est formé de milliards de cellules individuelles appelées neurones. Un neurone reçoit des signaux d'autres neurones par l'intermédiaire de ses dendrites et de son corps cellulaire, intègre ces signaux au niveau du corps cellulaire et transmet les impulsions électriques, potentielles d'action, le long de l'axone. Lorsque ces signaux atteignent l'extrémité de l'axone, ils stimulent la libération de messages chimiques appelés neuromédiateurs. Ces molécules transmettent leurs messages excitateurs ou inhibiteurs en traversant la fente synaptique étroite entre les neurones et en associant aux sites récepteurs sur les neurones voisins. Les chercheurs étudient des neuromédiateurs pour comprendre leur rôle dans le comportement et les émotions. Système nerveux et hormonal. Vivre, c'est recueillir des informations provenant du monde extérieur et des tissus du corps, prendre des décisions et envoyer en retour des informations et des ordres aux tissus. Les neurones sont des composants élémentaires de notre système nerveux, notre système rapide d'information électrochimique de l'organisme. Les hormones libérées par les glandes endocrines constituent un système d'information plus lent de notre corps. Les neurones communiquant avec d'autres neurones constituent le système primaire d'information de notre corps, le système nerveux. Le cerveau et la moelle épinière forment le système nerveux central. Le système nerveux périphérique relie le système nerveux central aux récepteurs sensoriels de l'organisme, aux muscles et aux glandes. Les axones moteurs et sensitifs transportant l'information sont rassemblés pour former des câbles électriques que nous appelons nerfs. Le nerf optique, par exemple, rassemble en un seul faisceau presque 1 million de fibres axonales transportant l'information que chaque œil envoie au cerveau. Dans le système nerveux, les informations voyagent grâce à 3 types de neurones. Les neurones sensitifs envoient des informations en provenance des tissus et des organes sensoriels en direction du cerveau et de la moelle épinière, qui traitent l'information. Ce traitement met en jeu une deuxième classe de neurones, les neurones propres au système nerveux central ou interneurones, qui permettent une communication interne. Le système nerveux central envoie alors des instructions vers les tissus du corps via les neurones moteurs. La complexité du cerveau humain réside essentiellement dans nos systèmes d'interneurones. Notre système nerveux possède quelques millions de neurones sensitifs, quelques millions de neurones moteurs et des milliards d'interneurones. Donc pour résumer, 3 neurones. On ressent quelque chose, c'est des neurones sensitifs. Notre cerveau communique avec lui-même à travers ces neurones internes, donc c'est des interneurones, parce qu'ils travaillent entre eux. Et après, un message est délivré aux muscles par le neurone moteur. Le système nerveux périphérique. Notre système nerveux périphérique présente 2 composants, le système squelettique et le système autonome. Le système nerveux squelettique contrôle les mouvements volontaires de nos muscles squelettiques. Au moment où vous atteignez le bas de la page, le système nerveux squelettique va rapporter à votre cerveau l'état actuel de vos muscles squelettiques et transmettre les instructions poussant votre main à tourner la page. Notre système nerveux autonome contrôle les glandes et les muscles de nos organes internes. Comme pour un pilote automatique, on peut, de façon consciente, outrepasser ses fonctions, mais en temps ordinaire, il opère seul, de façon autonome, pour contrôler notre fonctionnement interne, y compris les battements du cœur, la digestion et l'activité glandulaire. Un peu comme la respiration, on peut avoir conscience qu'on respire, mais on ne maîtrise pas le fait qu'on respire à chaque fois.
Le système nerveux autonome est double. Le système nerveux sympathique nous stimule pour une action défensive. Si quelque chose vous inquiète ou vous rend furieux, le système sympathique va accélérer votre rythme cardiaque, ralentir votre digestion, augmenter la concentration de sucre dans votre sang, dilater vos artères et vous rafraîchir grâce à la transpiration de façon à vous rendre vigilant et prêt à l'action. Lorsque le stress s'apaise, le système nerveux parasympathique produit des effets réduisant votre glucose sanguin et ainsi de suite. Dans les événements quotidiens, les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques travaillent de concert pour nous maintenir dans un état interne stationnaire. Sympathique, qui excite, qui te met en alerte, etc. Parasympathique, qui paralyse la sympathie, donc qui te calme, qui te détend. Le système nerveux central. La complexité du système nerveux central naît de la simplicité de neurones parlant à d'autres neurones. C'est elle qui nous confère notre humanité, nous permet de penser, de ressentir et d'agir. Des dizaines de milliards de neurones, chacun communiquant avec des milliers d'autres neurones, vont aboutir à un réseau en perpétuel remaniement qui surpasse l'ordinateur le plus complexe. La moelle épinière. La moelle épinière, qui fait partie du système nerveux central, est une voie d'information connectant le système nerveux périphérique au cerveau. Des faisceaux nerveux ascendants envoient des informations sensorielles à des faisceaux descendants envoient en retour des informations motrices. Un regard sur les circuits nerveux gouvernant nos réflexes, nos réponses automatiques aux stimuli, illustre le rôle de la moelle épinière. Le circuit d'un réflexe spinal simple est composé d'un neurone sensitif unique et d'un neurone moteur unique, qui souvent communique par le biais d'un interneurone. La réponse rotulienne est un exemple. Un corps récemment décapité peut le réaliser. Un autre circuit semblable permet la réponse réflexe à la douleur. Lorsque vos doigts touchent un poil brûlant, l'activité nerveuse suscitée par la chaleur voyage via des neurones sensitifs jusqu'aux interneurones de la moelle épinière. Ces interneurones répondent en activant les neurones moteurs conduisant aux muscles de votre bras, ce qui vous conduit à retirer promptement votre main. Comme le réflexe douloureux, simple, traverse la moelle épinière et redescend, vous retirez votre main du poil chaud avant que votre cerveau ne reçoive et ne réponde aux informations qui vous font ressentir une douleur. Les informations voyagent jusqu'au cerveau et en redescendent en empruntant les circuits de la moelle épinière. Si le haut de votre moelle épinière était abîmé, vous ne ressentiriez pas de cette douleur. Il en serait de même pour une sensation de plaisir. Votre cerveau serait au sens propre, hors de portée de votre corps. Vous perdriez donc toute sensation et mouvement volontaire dans les régions du corps dont les neurones moteurs et sensitifs sont connectés à la moelle au-dessous de la zone lésée. Les hommes paraplégiques, dont les jambes sont paralysées, sont en général capables d'érection, un simple réflexe, en réponse à une stimulation de leurs organes génitaux. Mais selon l'emplacement et la gravité de la lésion spinale, ils peuvent n'avoir aucune sensation génitale et ne pas répondre à des images érotiques. Kennedy et Hoover en 90. Pour produire un plaisir ou une douleur physique, l'information sensitive doit atteindre le cerveau. Réseaux neuronaux. L'autre partie de notre système nerveux central, votre cerveau, reçoit des informations et les interprète et décide des réponses. En agissant ainsi, le cerveau fonctionne plutôt comme un ordinateur. Il reçoit des images d'un même objet par l'intermédiaire de ses deux yeux, calcule leur différence et calcule instantanément à quelle distance doit se trouver l'objet pour produire cette différence. Lorsque la star du basketball Michael Jordan va tirer en suspension son cerveau agile accomplit un nombre incroyable de calculs instantanés, permettant d'ajuster l'angle et la distance en fonction de la position et du mouvement de son corps. Comment notre cerveau accomplit de tels calculs ? D'abord, nos neurones s'associent en groupes de travail, ou réseaux neuronaux. Pour comprendre pourquoi les neurones ont tendance à s'associer à des neurones voisins, Stephen Kosslyn et Oliver Koenig, en 1992, nous invitent à penser pourquoi les villes existent, pourquoi les gens ne se dispersent-ils pas plus dans la campagne. Comme des personnes en contact avec d'autres personnes, les neurones entrent en contact avec des neurones voisins avec lesquels ils peuvent établir des connexions brèves et rapides, comme le montre la figure de 8. Les cellules de chaque couche de réseau neuronal se connectent à diverses cellules de la couche suivante. L'apprentissage survient lorsque le rétrocontrôle renforce peu à peu les connexions qui produisent certains résultats. Des modèles créés sur ordinateur stimulent des réseaux neuronaux en ajoutant des connexions excitatrices ou inhibitrices qui se renforcent avec l'expérience et imitent ainsi la capacité du cerveau à apprendre. Bien évidemment, le système qui est à l'intérieur de chacun de nous est bien plus complexe que celui qui est décrit dans la figure,
car un réseau neuronal est interconnecté avec d'autres réseaux neuronaux, qui font des choses différentes. Il n'y a pas de flèche pour nous indiquer où finit un réseau et où commence le suivant. Ce qui les distingue, ce sont leurs fonctions spécifiques. Chacun est un sous-réseau qui apporte son petit bout d'information au système global de traitement de l'information que nous appelons le cerveau. Le système endocrinien. Le second système de communication de l'organisme, le système endocrinien, est relié au système nerveux. Les glandes du système endocrinien sécrètent des hormones, des messagers chimiques produits dans un tissu et qui sont libérés dans le sang pour aller toucher d'autres tissus, y compris le cerveau. Les hormones agissent sur le cerveau, influencent notre intérêt pour le sexe, la nourriture ou l'agression. Certaines hormones ont une composition chimique identique à celle des neuromédiateurs. Ces messages chimiques, qui diffusent à travers une synapse et stimulent ou inhibent les neurones adjacents. Le système endocrinien et le système nerveux sont donc des systèmes de la même famille. Tous les deux sécrètent des molécules qui vont activer des récepteurs situés ailleurs. Mais à la différence du système nerveux rapide, qui transmet en une fraction de seconde des messages de l'œil de l'œil au cerveau puis à la main, les messages endocriniens utilisent une voie plus lente. Plusieurs secondes ou plus s'écoulent avant que le flux sanguin n'ait transporté une hormone de la glande endocrine au tissu cible. Mais cela vaut souvent la peine d'attendre ces messages endocriniens, car leurs effets durent en général plus longtemps que ceux d'un message nerveux. Les hormones du système endocrinien influencent de nombreux aspects de notre vie, de la croissance à la reproduction, du métabolisme à l'humeur, gardant chaque chose en équilibre pendant que nous répondons à un stress, produisons un effort ou suivons nos pensées intérieures. Dans un moment de danger, par exemple, le système nerveux autonome va ordonner aux glandes surrénales situées au sommet des reins de libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline. Oh, il a du mal à sortir celui-là. Ces hormones augmentent leur rythme cardiaque, la pression artérielle et la concentration de sucre dans le sang, nous fournissant une bouffée d'énergie lorsque le danger est passé. Les hormones et la sensation d'excitation persistent un moment. La glande endocrine qui exerce la plus grande influence est l'hypophyse, une structure de la taille d'un petit pois située à la base du cerveau, où elle peut être contrôlée par une zone adjacente du cerveau. L'hypophyse sécrète les hormones qui contrôlent la croissance. Ces sécrétions jouent également sur la libération d'hormones par d'autres glandes endocrines, ce qui fait de l'hypophyse une sorte de glande maîtresse. Sous l'influence du cerveau, l'hypophyse stimule, par exemple, la libération par les glandes sexuelles d'hormones qui peuvent à leur tour influencer votre cerveau et votre comportement. Ce système de rétrocontrôle, cerveau, hypophyse, autres glandes, hormones, cerveau, illustre les connexions étroites existantes entre le système nerveux et le système endocrinien. Le système nerveux dirige les sécrétions endocrines qui affectent le système nerveux. De plus, la découverte que les neuromédiateurs peuvent être transportés par le liquide céphalorachidien jusqu'à des récepteurs éloignés, influençant notre réveil ou notre humeur globale, brouille la distinction entre certains neuromédiateurs et leurs jumeaux chimiques, appelés hormones lorsqu'ils sont libérés par des glandes endocrines. Le maestro qui conduit et coordonne tout cet orchestre électrochimique est votre cerveau. En résumé, les neurones du système nerveux central dans le cerveau et la moelle épinière communiquent avec les neurones moteurs et sensitifs du système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique comprend deux grandes parties. Le système nerveux squelettique, qui dirige les mouvements volontaires et les réflexes, et le système nerveux autonome, qui, par l'intermédiaire de ses deux sous-systèmes sympathiques et parasympathiques, contrôle nos mouvements involontaires et les glandes de notre système endocrinien. Les hormones, libérées par les glandes endocrines, voyagent dans le sang et influencent d'autres tissus, y compris le cerveau. Donc là, nous allons arriver au chapitre du cerveau. Alors, je propose de couper la vidéo ici, car le chapitre sur le cerveau, il est assez badass. Ouais. Donc, petite vidéo d'une demi-heure, ce qui est déjà pas mal. On se retrouve pour la suite. À plus tard, et je pense fort à toi, ma petite clone.